un ambassadeur, sa plus grande force, c'est le temps qu'il est prêt à donner pour la marque, contrairement à un influenceur qui va donner une communauté ou une visibilité sur ses réseaux. L'ambassadeur, lui, sa force première, c'est d'avoir du temps et d'avoir de la passion. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Du coup, on va démarrer. Ouais. L'idée, c'est que tu te présentes un petit peu. Savoir finalement, au travers à la fois de ce que tu fais chez Demouze et en même temps d'expliquer ce que tu es là depuis le début, ce que tu fais chez eux. Et en fait, nous parler un peu de ton parcours personnel. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui chez Stas.f. Ouais, ça c'est une histoire qui est intéressante aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu... Ok. Ah, mais c'est parti? Ouais, Ah, pardon, autant pour moi. Ouais, Alors, moi je suis Stéphane, je suis CEO de Demouze, donc Operating Officer. Bosse chez Demouze depuis 2 ans et demi, sachant que Demouze c'est une entreprise qui a 4 ans. Comment est-ce que je suis rentré chez Demouze? En fait, j'avais créé moi-même une première boîte à Toulouse initialement, qui s'appelait Guide Like You, et j'étais dans un espace de coworking à Toulouse pour cette boîte. Il se trouve que c'était le même espace de coworking que Demouze à l'époque, donc j'ai rencontré Geoffrey de cette manière, on est devenus amis, on a partagé en fait plein de galères qu'on pouvait avoir au niveau, on était chacun de CEO de notre boîte, on avait plein de galères qui étaient communes évidemment. Et puis moi j'ai eu une opportunité de revendre la boîte et donc du coup de changer de challenge. Et en même temps ça correspondait à un moment où il y avait énormément de challenges côté Demouze sur la partie commerciale et sur le développement de la boîte. Donc du coup j'ai rejoint comme directeur clientèle Demouze dans un premier temps. Et puis petit à petit on a grandi, structuré l'équipe. On a d'abord en fait sorti une partie de l'équipe de Toulouse en créant un pôle à Paris. Okay. Donc c'est moi qui suis venu créer ce pôle à Paris, parce que c'était important par rapport aux clients qui sont notre source de rémunération, de venir le faire ici. Et j'ai été tout seul pendant 1 an et quelques à Paris, dans un espace de coworking à République, qui est très sympa. Donc on a staffé ici à Paris que en début d'année dernière. Maintenant on est 3 et demi. Il y a un freelance à mi-temps. Et on a rejoint Station F en septembre dans le programme Zendesk, qui est du coup pour nous un accélérateur commercial. Ok. Et ok. Alors qu'est-ce que tu fais au sein de Demouze? C'est quoi tes missions? Alors, pour bien comprendre, donc Demouze c'est une plateforme qui permet d'essayer avant d'acheter. Donc en fait c'est un service pour les particuliers, consumer to consumer, vraiment. Où l'idée c'est de se dire, moi j'ai un produit en tête que je veux acheter, je suis pas tout à fait sûr est-ce que si j'achète le nouvel iPhone 10 dans 6 mois la batterie elle sera ok, est-ce que le Face ID ça marche toujours bien, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai besoin de me faire un vrai avis, et pour ça je vais solliciter quelqu'un qui l'a déjà, un particulier comme moi. On va se rencontrer au Starbucks ou n'importe où ailleurs, au bureau, chez lui, chez moi, n'importe où, on se cale un rendez-vous. Et j'ai 35-40 minutes devant moi où je peux échanger avec la personne, prendre le produit en main si besoin, le mettre dans ma poche si je veux, parce que par exemple sur un iPhone ils sont accrochés, donc on peut pas le mettre dans sa poche, ce genre de choses, poser des questions toutes bêtes sur l'utilisation que la personne en fait au quotidien, est-ce qu'elle est contente de ce point, de celui-là, etc. Et donc, en faisant tout ça, me faire mon propre avis, et si je décide de l'acheter, Demouze me permet ensuite de l'acheter avec un paiement en 3 fois sans frais, si je le souhaite, ce qui est assez unique sur pas mal de produits, et d'autres services qui sont complémentaires et agrégés à ça. Donc voilà, ça c'est les pitchs de Demouze. Okay. Et donc, par rapport à ça, on a notre plateforme pour les utilisateurs qui est 100% gratuite, d'accord? Donc notre business model se trouve pas là. Et comment est-ce qu'en fait on travaille? On fait de la démonstration pour les marques. Donc en fait, nous on va créer un partenariat avec un Dyson par exemple, partenariat commercial, où l'idée c'est que Dyson ils ont des aspirateurs hyper performants mais également hyper chers. Il est pas toujours facile d'en faire la démonstration ou de le tester en conditions réelles. Donc ça intéresse la marque de dire voilà, moi je sais que mon produit quand j'en fais la démo les gens l'achètent, les gens sont plus convaincus, donc en fait je cherche un relais pour faire de la démonstration. Et ce relais c'est Demouze en fait, et on est rémunéré sur la base d'un service, tarification mensuelle. Ok, et j'avais vu parce que j'ai lu quelques articles autour de Demouze, et vous parliez de social retail.
Oui, Non. ouais, social retail, social commerce, ouais. Social commerce. Et social retail, ouais, en fait, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que ce secteur du retail, l'industrie du retail, elle est centenaire et ça fait Ouais. longtemps qu'elle n'a pas été disruptée. Ils ont énormément de challenges qui s'offrent à eux avec l'explosion du e-commerce. Mm. Faut savoir qu'on parle toujours de l'explosion du e-commerce, mais qu'aujourd'hui, on a un ratio d'à près, pour l'exemple d'un retailer classique, 80% des ventes qui sont faites en physique et 20% qui sont faites par le e-commerce. Donc du coup, faut pas se dire que non plus la révolution est totalement consommée et que le retail est mort, mais néanmoins il y a beaucoup de challenges qui se posent à ce niveau-là. Et donc oui, il y a de plus en plus de produits, oui, ils sont de plus en plus innovants, de plus en plus connectés, et les linéaires des Fnac, Darty, Boulanger, ben sont pas forcément adaptés pour des raisons de sécurité, pour des raisons de d'alimentation des produits, pas forcément adaptés à la démonstration. Donc du coup, nous on répond à ce premier point-là par des êtres humains, donc c'est là le côté social, qui vont te faire une démonstration. Deuxième point, les vendeurs en magasin, il faut se dire qu'un magasin comme encore une fois un Fnac, Darty ou Boulanger, c'est 10 000 références si ce n'est plus, voire sûrement plus même d'ailleurs. Comment être un expert sur 10 000 références, c'est impossible. Donc nous en fait, on va vraiment, et comment être utilisateur de 10 000 produits à la maison tous les jours, c'est impossible aussi. Donc du coup, nous, on va se baser sur des personnes qui l'ont vraiment. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont utilisateurs au quotidien du produit, et donc ils savent mieux que personne en parler parce qu'en plus ils ont une passion ou une appétence très forte pour le produit. C'est pour ça qu'on les sélectionne. Ok, et du coup, forcément, dans ces utilisateurs qui sont en même temps qui recommandent le produit, Mhm. vous avez un taux de transformation en gros entre le nombre de rencontres Mhm. totales et à peu près une fourchette, peut-être un pourcentage de transformation derrière d'achat du produit. Ouais, bien sûr, bah ça on suit de façon très précise effectivement. Est-ce que ça a permis de déclencher une vente? Faut savoir qu'au début on le faisait pas, juste pour une petite historique. Ok. Au début on le faisait pas, et puis en fait on s'est rendu compte que de proposer la vente après la démonstration, encore une fois, dans une approche consumer-centrique, c'était Mhm. très puissant parce que la personne elle voulait tester le produit, elle avait une question, elle voulait tester le produit, on lui a permis de le tester, elle est convaincue par la démo, bon bah la prochaine étape c'est qu'elle veut acheter tout de suite quoi. Donc en fait c'est évidemment bien pour des mousses, mais c'est évidemment bien pour le consommateur aussi. Donc on le suit effectivement, et en fait ça évolue en fonction des catégories de produits. J'ai pas le même taux de conversion sur une voiture que sur un téléphone, évidemment. Si on devait tirer une grosse moyenne, enfin il faut se dire qu'on est toujours au-dessus des standards de l'industrie, et si on devait tirer une grosse moyenne, on est aux alentours de 20%, là où le e-commerce, si on devait tirer une grosse moyenne, est aux alentours de 5%. Alors du coup, comment vous faites pour créer, parce que je pense que vous avez aussi un objectif de créer une communauté autour de Demouze, de ces utilisateurs finalement qui viennent prescripteurs derrière. Comment vous arrivez à acquérir ces gens-là, à faire en sorte d'avoir une communauté, de la suivre, de la développer? Alors notre communauté c'est notre grande force effectivement, et on y travaille tous les jours. Aujourd'hui on a un peu plus de 110 000 membres inscrits. Ah, c'est énorme. Ces 110 000 en fait ce sont à la fois des gens qui font des démonstrations de leurs produits, mais également des gens qui sont juste des testeurs et qui veulent aller tester le produit de quelqu'un. Okay. Faut savoir que sur les 110 000, il y en a un tiers qui a déclaré, à peu près un tiers, qui a déclaré au moins un produit, donc il peut faire à son tour une démonstration. Ce qui est bien pour l'engagement d'ailleurs. Mais bon, comment est-ce qu'on les... Ce qui fait 30 000 personnes, ce qui est quand même... Exactement. Ouais. Sur l'échelle de la France, on couvre un peu plus de 900 villes en France. Ok, d'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on récupère ces personnes, ou comment est-ce qu'on les convainc de nous rejoindre? Bah déjà, on a pas mal d'événements, donc l'aspect communautaire, tu en parlais, est très important, et en fait, on va pouvoir agréger de nouvelles personnes grâce à ces événements. On est présent sur le site des marques, c'est-à-dire que si je souhaite tester un Dyson, en fait, c'est Dyson qui me propose ce service directement depuis le site Dyson. Et aujourd'hui, notre API, parce qu'on fonctionne avec une API, une sorte de widget qu'on va permettre d'installer sur le site des marques pour rendre des mousses utilisables, est présent sur un peu plus d'une centaine de sites. Okay, ça va correspondre à des startups, des grands groupes, Citroën, Dyson, Fnac, Boulanger, voilà, plein d'acteurs. Et en fait, tous ces acteurs-là font le choix de dire « Je souhaite proposer à mes utilisateurs d'avoir la possibilité d'essayer ce produit avant de l'acheter. » Ok, donc ça, du coup, c'est ce qui fait grossir la communauté. Ce qui fait que, du coup, sans trop d'efforts, entre guillemets. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas un budget marketing démesuré, vraiment pas. Et les efforts vont commencer d'ailleurs là en 2018. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on est quasiment que sur de l'organique. Alors, du coup, comment vous faites pour gérer 900 villes ça, du coup, je pense que le digital prend une part, mais comment vous gérez? Est-ce que vous travaillez d'abord sur des grosses villes, vous vous concentrez vraiment sur Toulouse et Paris? Est-ce qu'il y a d'autres? Enfin, comment vous vous organisez au niveau du secteur national? Alors effectivement, on a identifié, on va dire,
selon la règle des 80-20, on a une vingtaine de villes qui vont correspondre à 80% de notre trafic. Donc on met bien sûr le gros de nos efforts là-dessus. On a une équipe. Alors il y a le produit demouze.com qui permet beaucoup d'automatisation et qui permet en fait une autogérance autogestion plutôt par la communauté. Et deux, on a une équipe Customer Care qui est en charge de faciliter un peu les interactions. C'est 5 personnes qui sont basées à Toulouse et qui du coup ont différents outils qui leur sont mis à disposition. Ça va être Facebook, pas mal, avec Messenger. Ça va être bien sûr tous les réseaux sociaux, email, téléphone. Ok. Et c'est quoi par exemple là sur ton expérience, ça fait 2 ans que t'es chez Demouze? Ouais. C'est quoi les trucs que t'as appris comme ça globalement, ton expérience que t'as vécu, les choses que t'as découvertes? Alors nous ce qu'on a premièrement, je dirais si on devait voir la learning curve qu'on a eu, le monde du retail. C'est-à-dire qu'au départ nous on n'était pas vraiment là pour disrupter le retail. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on est hyper content de le faire. Mais au départ on avait une idée qui était de finalement faire un forum dans la vraie vie pour aider les consommateurs. D'accord? Okay. Et en faisant ça, en fait, on est venu adresser la problématique numéro 1 du retail. Ils en ont plein qui savent gérer, mais il y en a une qu'ils ont du mal à gérer, c'est la démonstration. Ouais, et nous, en fait, on a appris énormément autour de ce monde-là, comment se structure un processus d'achat en magasin, en ligne, quels sont les pain points, comment est-ce qu'on peut y répondre, qu'est-ce qui existe, etc. Premier point. Deuxième point, ce qu'on a appris énormément, c'est la force de la communauté. Tous les jours aujourd'hui, on voit que on est hyper surpris par notre communauté qui est hyper engagée et c'est juste trop cool. On reçoit plein de cadeaux, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Bon, on en envoie plein, mais on en reçoit plein aussi, donc c'est super cool. Et donc la force de cette communauté-là, on le voit quand on fait des événements à Paris, on a une capacité qui est toujours atteinte, etc. Donc et c'est ça aujourd'hui qui est force de prescription, je pense. Ils jouent un vrai rôle d'ambassadeur. Pas tous évidemment, mais ouais. les plus engagés jouent un vrai rôle d'ambassadeur. Ils relaient Demouze et ils nous font grandir au quotidien, quoi. Et troisième point, on a appris avec Demouze, on va dire, en construisant Demouze, on a appris à créer une team. Au début, on était 5 quand moi j'ai rejoint. Aujourd'hui, on est 20. Okay. Donc du coup, il y a eu toute cette partie-là de trouver les bonnes personnes pour aller finalement réaliser la mission qu'on s'est donnée. Il s'agit pas de travailler CDI 35 heures, là on est vraiment dans une logique il y a quelque chose il faut faire changer la donne sur ce point-là précis, le retail, et on a tous le sourire aux lèvres le matin quand on arrive parce qu'on sait qu'on est en train de faire ça et que ça a du sens pour les consommateurs. Et est-ce que du coup il y a des distributeurs comme la Fnac ou Boulanger, t'en parlais, ou Darty, ou d'autres marques qui sont venues vous voir par rapport à ce que vous proposez pour comprendre et peut-être pour eux le mettre en place parce que finalement tu t'expliquais que un certain nombre de marques finalement utilisent votre système parce que je pense que c'est beaucoup plus simple en termes organisationnels pour eux en interne. Oui. Mais est-ce qu'il y a des marques qui viennent vous voir peut-être plus pour du consulting pour comprendre finalement comment vous utilisez? Alors 2 points. Effectivement, c'est plus simple. C'est plus simple parce que nous aujourd'hui, on a un produit qui tourne très bien et on a une équipe qui est dédiée à ça. Donc c'est-à-dire que c'est un peu ce que je dis aux clients, c'est-à-dire que si vous vouliez le faire par vous-même, vous pouvez, mais ça va vous prendre 6 mois au moins pour développer un embryon de plateforme et il faudra au moins 4 ou 5 profils à plein temps dessus, ce qui est pas du tout cool pour eux. Ils préfèrent passer par nous, ce qui est le but finalement du SaaS. Et deuxième point, est-ce que ils sont venus nous voir, nous solliciter pour apprendre? Alors nous, on est très orienté data, donc quand on travaille avec eux, on leur remonte énormément d'infos, d'intelligence autour des données, on met tout ça bien en avant. On a bien compris aujourd'hui, je te disais qu'on avait appris beaucoup sur le retail, on a bien compris comment est-ce qu'on pouvait répondre ou les aider dans leurs enjeux. Et le meilleur exemple de tout ça, c'est en fait en début d'année là 2017, on a fait une levée de fonds et parmi nos investisseurs, on a la famille Mullier. Okay. La famille Mullier, donc groupe entre autres Boulanger, Auchan, Noroto, Leroy Merlin, etc. Et leur intérêt en fait en venant via un fonds dédié de la famille Mullier qui s'appelle ZTP, c'est pas la famille en elle-même, leur intérêt en fait c'est de comprendre un petit peu quels sont les changements qui sont en train d'être opérés là sur le mode de consommation, parce que eux ils ont pas du tout envie de rater ce coche-là avec leurs enseignes, ce qui est tout à fait louable pour eux. Donc ça c'est le premier point, et surtout de créer une boîte qui va pouvoir perdurer dans le temps. On n'est pas sur une logique de fonds d'investissement classique où ils veulent faire un x7 au bout de 4 ans et partir, quoi.
Non, ils veulent nous accompagner, donc on est dans une vraie démarche d'accompagnement, ce qui est très bien. Ok, alors si par exemple on prend le cas de boulanger, du coup l'une de leurs problématiques finalement c'est ce côté les gens viennent en magasin, ils peuvent pas essayer l'aspirateur, mais du coup est-ce ils vont sur internet et comparent les prix, et au final est-ce qu'ils achètent pas? Est-ce que vous avez pas enfin, est-ce que vous avez eu des échanges avec les marques sur cette idée, ou est-ce que vous sentez que finalement ils vont arriver à ce genre de format-là? C'est-à-dire que j'en sais rien, la Fnac pourrait proposer un espace dans leur magasin ou boulanger aussi, pour finalement directement tester le produit, ou alors finalement pas du tout. Enfin, comment tu Ouais. vois finalement l'avenir du Alors, retail par rapport à tout ça en fait? il faut savoir que la question de la démonstration aujourd'hui en magasin physique, que ce soit chez Fnac, chez Boulanger Oui. ou les autres, elle existe et il y a des moyens de le faire. En fait, c'est finalement d'avoir des animateurs qui sont là, payés bien souvent par la marque, pour le temps de une semaine avant Noël ou 2 semaines avant Noël, faire de l'animation. Sauf que si on doit couvrir 400 enseignes pendant une semaine avant Noël, ça fait 400 salaires, et que du coup, en fait, les marques, elles sont un peu obligées de choisir les moments où elles le faire, et finalement, c'est un peu sous-optimal. Donc, tu vas avoir des gens qui sont là pour te vendre un produit pendant un temps précis, souvent des fêtes ou gros pics, on va dire, de consommation. Et puis, tu vas peut-être avoir des espaces qui sont plus vides le reste du temps. Comment est-ce que nous, on le voit par la suite? Avec des mousses, l'approche sociale et le côté humain, ça rapporte également quelque chose, c'est que t'as pas un vendeur en face de toi. Oui, c'est ça. Donc pour nous, ce qu'on a identifié, c'est que, et c'est une tendance d'ailleurs assez classique aujourd'hui sur les achats, on va dire des produits électroniques en général, c'est fini le temps où il y a un seul canal et que la personne elle rentre dans un tuyau, elle va au bout, elle achète. Donc aujourd'hui, les gens, ils viennent une fois en magasin, ils n'achètent pas, ils reviennent chez eux, ils vont sur internet, ils lisent un article sur les numériques, ils lisent 3 avis, 5 avis. Donc voilà, il y a plusieurs points de contact, et en fait finalement Demos c'est un point de contact parmi ceux-là. Et notre objectif c'est parce qu'on croit vraiment que ça fait une vraie différence, je sais pas si t'as testé le service, mais si c'est pas le cas, je t'encourage à le faire. Ça fait une vraie différence dans ton processus d'achat, parce que tu t'apprêtais à faire un achat, tu avais des doutes, et tu les lèves tous en faisant une démonstration Demos, ou quasiment, c'est l'objectif en tout cas. Donc finalement, nous, parmi ces différents points d'entrée avant l'achat, on veut que Demos, c'est notre rôle en tout cas, notre mission, prenne une place de plus en plus importante. Voilà, pour qu'on ne se fie plus trop aux avis qu'on voit sur internet qui sont souvent fake, pour qu'on n'ait plus besoin peut-être à terme de faire la queue en magasin pour avoir posé une question et que le vendeur il n'ait pas la réponse. Et c'est pas sa faute, c'est juste qu'il peut pas avoir toutes les réponses. Voilà, donc en fait on veut améliorer l'expérience de cette manière-là. Ok, donc vous vous positionnez comme un acteur sur le pré-shopping finalement, cette période-là de recherche. Je veux acheter un vélo par exemple, et je sais pas lequel acheter, et finalement sur cette partie-là que les gens, quand ils font une recherche, ils tombent sur vous, ils se disent finalement je vais passer par Demouze, je vais tester 1 ou 2 vélos, et finalement peut-être que à travers ça je vais pouvoir, donc c'est vraiment là C'est que ça, vous êtes sur ouais. le pré-shopping et sur Alors, si on dézoome un peu, effectivement, pour voir la grande image, tu vas avoir donc plusieurs phases dans le processus d'achat. La première, c'est ce qu'on appelle le showrooming, donc c'est tout ce qui est démonstration, et je mets là-dedans aussi également tout ce qui est recherche sur Internet, etc. Ensuite, il y a le moment de l'achat, qui est une partie évidemment cruciale, et puis après, il y a le aftermarket, donc le après-vente. Voilà, la partie après-vente. Demos, nous, on a clairement adressé la première problématique pour commencer. On a adressé la première problématique en créant Demos.com et en travaillant un service, un produit qui aujourd'hui permet vraiment de faire de la démonstration de façon hyper simple. On commence à adresser, comme je le disais tout à l'heure, le deuxième segment, c'est-à-dire la vente. Aujourd'hui, on vend pendant les démonstrations. Et de cette manière-là, en fait, j'ai pas encore une roadmap, une idée de temps à te donner, mais l'idée, c'est que nous, on va vouloir à terme adresser toute la chaîne du retail, tu vois. Si on veut vraiment pouvoir maîtriser tous les enjeux, on va également s'adresser après à service après-vente, avec par exemple, j'ai acheté un produit, mais maintenant j'ai besoin peut-être qu'on me l'installe, ou j'ai besoin qu'on me forme sur ce produit. Il se trouve que nous, on a une communauté d'experts, et que derrière, si on arrive à trouver les bonnes incentives, ça peut être eux qui sont en charge de cette manière-là, d'aller, et en gardant l'aspect social toujours très sympa, d'aller faire une installation, d'aller faire même une formation sur un produit ou autre. C'est-à-dire que du coup la marque, dans le futur, ce serait que la marque finalement entre guillemets passe un contrat avec Demouze, laisse l'objet à disposition, et finalement dès que le client dès qu'un utilisateur est intéressé par essayer tel produit, du coup vous occupez ensuite de à la fois la partie démonstration, achat, et finalement après vente ou ouais, exactement.
à terme. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on a déjà fait les 2 premiers segments. Tu peux faire une démo et acheter, et puis le 3e segment est envisagé. Ok, d'accord. Ouais, intéressant. J'essaie de voir du coup avec le fameux contrat de confiance de Darty, comment ils se positionnent, mais ok. Et donc finalement, vous pourriez presque même demain être directement distributeur. Enfin, vous êtes déjà distributeur, mais ok, d'accord. Ouais, donc du coup, je vois l'idée de. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas distributeur en propre, on a des partenariats avec, par exemple, la Fnac notamment. Puis après, directement, ça peut être des partenariats avec la marque en direct. Et à ce moment-là, effectivement, on commence à avoir une casquette de distributeur. Ok. Et sur votre marché, il y a des concurrents, il y a d'autres solutions du même type ou finalement Qui adresse la plutôt, chaîne de cette manière-là? Non, pas vraiment. En fait, Pourquoi il n'y a pas de. sur l'aspect social, tu vas pouvoir avoir plusieurs solutions. Tu vas avoir le chat communautaire, Ouais. qu'on voit pas mal. Outtank, Tokiwoki, etc. Sur la partie de démonstration, tu as toutes les flottes d'animateurs que j'évoquais tout à l'heure, où tu vas avoir pendant une semaine d'animation sur le rayon de télé de la Fnac, tu vois, par exemple. Ça existe également. Et après, qu'ils le font vraiment cette partie de démonstration de manière vraiment sociale, de consommateur à consommateur. Non, pour le coup, là, il y a pas vraiment de concurrence. Pourquoi j'ai pas la réponse? Parce que c'est un vrai C'est difficile besoin. aussi, c'est difficile. Développer une communauté. Alors ouais, c'est long, c'est long. Ça. C'est pas pour le coup, on a une vraie barrière à l'entrée. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est double. Ouais. On est sur une économie de réseau. C'est-à-dire que seul ça marche pas. Il faut être de plus en plus gros pour que ça ait de plus en plus de sens. Ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou claquer des doigts et l'avoir. Nous, on l'a créé depuis 4 ans et on continue de le créer et on voit que ça accélère, donc c'est chouette. Et deuxième chose, on a vraiment aujourd'hui un produit, un système d'internet qui fait la diff, quoi. C'est-à-dire que Demooz aujourd'hui, on a une équipe de 3 devs full-time plus des petits à côté qui font que notre produit s'améliore de jour en jour et petit à petit on renforce finalement cette barrière à l'entrée que j'évoquais tout à l'heure. Alors comment vous faites quand un utilisateur vient, il veut tester un produit, il vous envoie un message parce qu'il trouve pas le produit sur la plateforme? Mm-hmm. Comment vous faites dans ces cas-là? Comment vous essayez de gérer pour. Est-ce que si vous, enfin voilà, comment vous faites? Alors, très simple. Il y a la personne donc veut tester un nouveau produit qui n'est pas encore sur la plateforme, ça arrive. Elle tape dans la barre de recherche le nom, elle ne le trouve pas, et là on lui dit voilà, si tu souhaites ajouter ce produit ou tu souhaites qu'on le rajoute, fais-le savoir. Finalement il clique et derrière on a un tout petit formulaire qu'il remplit, où il donne ses intérêts pour le produit, est-ce qu'il veut plutôt le tester ou est-ce qu'il veut plutôt le faire tester parce que lui il l'a acheté, il veut le faire tester. Et on récolte finalement ces petites requêtes de cette manière-là. Et lorsqu'on va avoir un certain nombre d'upvotes, en fait, de requêtes, on va déclencher la création de la fiche produit. Et derrière, on le fait manuellement. On le fait nous-mêmes, nos équipes basées à Toulouse le font. Après, l'autre cas, c'est sur des produits qui sont des flagships, le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, etc. On anticipe la demande et on la crée pas nous-mêmes. Et c'est quoi les produits que vous vendez le plus aujourd'hui, ou en tout cas les produits les plus demandés sur la Alors plateforme? là où il y a 3 grandes catégories qui cartonnent là sur les fêtes de fin d'année en 2017, ça a cartonné. Premier, tout ce qui est robots de cuisine. Okay. Tous ces robots là qui tournent autour de 1 000 € et qui sont finalement pas testables en magasin, voilà. Donc les robots de cuisine, tous, y compris Thermomix, qui est un réseau de vente de distribution un peu particulier, mais ça marche aussi sur Demooz. Deuxième, et ça pour le coup on avait bien anticipé, on est content de voir on s'est pas trompé, les matelas. Donc toute la révolution un peu liée autour des matelas, et je pense notamment à notre partenaire Simba, qui vend du coup des matelas en ligne, mais qui n'offre pas la possibilité, parce que c'est le concept de base, mais n'offre pas la possibilité de le voir en magasin. En fait, aujourd'hui, on a un réseau de, je vais vérifier, mais je crois 30 personnes qui, en France, t'ouvrent leur porte, tu ailles dormir faire un test de dormir sur leur matelas. Et troisième point, mais c'est peut-être parce que c'est plus grand public, les smartphones, énormément de démos. Alors nous on veut pas prendre le volume, on veut pas réfléchir en termes de volume, on réfléchit en termes de pourquoi est-ce que les gens testent des smartphones. Parce qu'on pourrait se dire évidemment tout le monde en a un, donc c'est logique qu'il y ait plus de démos évidemment. Mais en fait le besoin est très fort aussi au niveau des smartphones. Obsolescence programmée, est-ce que la batterie elle baisse, quelle est la durée de vie après 6 mois d'une batterie, etc. Qualité des photos qu'on peut pas forcément tester en magasin. Troisième point, l'iPhone, j'évoquais, souvent attaché, on peut pas le mettre dans sa poche, on peut pas savoir si ça rentre. Avec une vraie démo Demooz, on peut. Et du coup, il y a un lien entre la marque et l'utilisateur qui joue ce rôle de prescripteur, ou non, finalement pas du tout. Non. Totalement libre de dire. Quand on est dans le cadre d'un client de Demooz avec qui on travaille,
il y a une introduction, une rencontre. Ça peut, en fait, finalement, on trouve des ambassadeurs pour la marque et ils sont amenés à échanger, mais plus sous la forme d'une rencontre pour créer du lien, etc. Mais après, derrière, Demous, c'est le tiers. On est le tiers finalement de confiance, si on peut dire, qui va faciliter la relation parce que ils vont parler avec nous, les ambassadeurs, de façon beaucoup plus directe que ce qu'ils feraient avec la marque. Parallèlement, nous, on a aussi c'est assez subtil finalement comme relation et on a de l'expérience sur comment gérer une relation avec des ambassadeurs, ce que la marque n'a pas. Donc finalement on leur apporte ça aussi à la marque et Demous joue le rôle de tampon, si je peux dire, entre la marque et l'ambassadeur. Ok. Tu disais que là vous allez avoir un peu de budget sur la partie marketing. Est-ce que vous savez un peu comment vous allez investir, quels sont les points sur lesquels Ouais, tout à fait. Et vos objectifs aussi peut-être sur les 6 prochains mois, sur l'année, je sais pas. Ouais, l'idée en fait c'est de continuer bien sûr de faire grandir très très vite cette communauté. On s'est prouvé beaucoup de choses sur 2017. On a une approche assez lean, je dirais. Donc on teste, on itère, on adapte et après on voit les résultats. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est ce qu'on a fait sur 2017. On a maintenant plein de certitudes et qu'on challenge aussi. Et donc du coup sur 2018, l'objectif c'est mettre pas mal de budget sur la partie événementielle. Donc en fait, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui sous forme de petits événements qui vont être de façon éparse dans les grandes métropoles, pourquoi pas, et on a commencé déjà à le faire d'ailleurs en 2017, à le généraliser et le faire de façon beaucoup plus large. Exemple, des petits apéros, des mousses qui pourraient avoir lieu, non pas dans les grandes métropoles, mais peut-être dans toutes les villes. Voilà, donc ça nécessite un peu de budget et de logistique, donc ça c'est un des premiers axes. Deuxième axe, tout classique, je dirais, de la campagne un peu plus poussée sur Facebook et sur les autres canaux de sponsorisation pour gagner en notoriété. Voilà. Et troisième point, ce qu'on faisait déjà, mais qu'on va accélérer également, avoir peut-être une visibilité un peu plus directe sur des événements pour être partenaire, etc. Et du coup, par exemple, je pense à Viva Technologie, bénéficier d'un gros moment qui va attirer une cible qui est assez qualifiée en plus pour nous, pour se mettre en avant, se faire connaître et du coup gagner en notoriété. Ok. Si tu avais quelques conseils à donner à une marque pour développer une communauté, quelque chose, je crois que c'est avec la création de contenu, je crois que c'est un autre point dans la communication marketing au sens large qui est très très difficile. On sait que les gens ne sont pas forcément attachés à une marque, ils sont très volatiles. Du coup, c'est quand même l'avantage de Demous, c'est le fait d'être détaché des produits en tant qu'entreprise. Finalement, je pense qu'on a forcément plus confiance en un utilisateur de chez Demous qu'un vendeur chez Darty ou boulanger. Même s'il est professionnel et qu'il connaît son métier, on a une sorte de méfiance maintenant aujourd'hui. Voilà. Du coup, c'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui cherche à développer sa communauté Alors, pour gérer une communauté d'ambassadeurs, donc déjà, il faut bien identifier ce qu'on définit comme étant son ambassadeur. Donc, quel est le profil de cette personne ? Quel est son historique par rapport à notre marque ? Est-ce que c'est un client qui a acheté 2 fois, 3 fois, 5 fois un produit de la marque ? Donc voilà, quel est le lien finalement qui va lier l'ambassadeur avec la marque ? Lien affectif. Premier point. C'est important de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être un ambassadeur. Ensuite, deuxième point, et ça, on a un service dédié à ça chez Demous qui s'appelle le Care, et ça porte bien son nom, c'est se préoccuper des gens qu'on va avoir en face de soi. Un ambassadeur, sa plus grande force, c'est le temps qu'il est prêt à donner pour la marque, contrairement à un influenceur qui va donner une communauté ou une visibilité sur ses réseaux. L'ambassadeur, lui, sa force première, c'est d'avoir du temps et d'avoir de la passion. Donc du coup, il faut vraiment les chouchouter, parce que il faut pas juste se dire que ils le font par pur, je dirais, certains le font comme ça, mais ils le font pas simplement par pure sympathie et bénévolement. C'est comme finalement une valeur qu'ils sont en train de vous délivrer et il faut pas oublier de les rétribuer pour ça. Et donc c'est en ça que nous, le care chez nous est très important. On s'inspire énormément de tous les services care justement de marques comme Trainline, Frischtive, c'est plutôt parisien pour le coup Frischtive, mais donc finalement des services care qui sont assez développés, qui vont prendre le temps d'avoir une relation assez one-to-one avec leurs membres, etc. Donc c'est ce qu'on fait. Et c'est un conseil que je donne vraiment, c'est-à-dire ne pas le faire à moitié. Si on doit le faire, on le fait bien et on se préoccupe vraiment des gens et on repasse juste ça comme une ligne de plus dans une stratégie marketing, ou alors si, mais en faisant les choses bien. Ok.
Ok, super. J'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais. Euh, c'est quoi l'objectif là pour Demouze 2018? Alors je sais qu'en général, on peut pas forcément le dire, on veut pas, mais je sais pas, est-ce qu'il y a un objectif que vous êtes fixé? Ouais, carrément. Des mousses aujourd'hui, nos démouseurs, donc les personnes qui font les Ouais, démonstrations, sont rétribuées avec du flouze. Donc le flouze, en fait, c'est notre monnaie virtuelle. C'est des points finalement qui donnent accès à une liste de cadeaux sur notre site. Et en fait, j'ai fait X démonstrations, donc j'ai Y flouze, et avec ça, je peux acheter une carte Netflix, une carte Amazon, une PlayStation, peu importe. Le terme flouze, il est pas choisi de façon, je dirais, anodine. Ça fait bien évidemment rappel à l'argent, et c'est notre volonté aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, comme je disais encore une fois, le temps de nos ambassadeurs, c'est précieux, ouais. et du coup, on a volonté, on va en 2018 passer le cap de rémunérer Ok, nos démouseurs pour le temps qu'ils y passent et pour l'engagement qu'ils y mettent. Et en fait, ça veut dire que le flouze va pouvoir se transformer en euros. ok. Modulo bien sûr avoir un statut d'auto-entrepreneur. Donc on pourra soit décider d'utiliser ces points sur le shop classique et finalement gagner des cadeaux, ou alors cash out, je dirais, et récupérer un peu d'argent. Si on se projette un peu plus loin, ça fait que Demouze en fait finalement devient un complément de revenu pour tous nos membres. Et là où ça devient très très puissant, c'est que on va pouvoir se rapprocher d'un modèle où tu achètes n'importe quel produit, le nouvel iPhone 10, tu en fais la démonstration autour de toi parce que tu es un prescripteur naturel de ce produit, tout le monde le fait, les fans, les addicts d'Apple, etc. Mais dans un cadre qui est celui de Demouze, et tu es récompensé pour ça, ce qui te permet finalement, à terme, de rembourser ton iPhone 10. Ok. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller, toujours tourner vers le consommateur. Tu fais un travail, entre guillemets, où tu fais le job d'être promoteur d'un produit, prescripteur, et tu es récompensé pour ça. Récompensé de façon très concrète. Et donc là, par exemple, sur 2018, c'est après combien de personnes vous allez pouvoir rémunérer? Enfin, vous avez une idée de Ah, le ben sur le calcul? papier, tous nos démouseurs. Ok, d'accord. Tout le monde peut être. Il faut quoi? Un minimum de démonstration, quand même? Ou... Il faut avoir un produit et être capable d'en faire la démonstration. Donc Ok. il y a toute une partie bien sûr de vérification et je dirais de sécurisation côté Alors, Demouze. c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais du coup, vous faites une sélection des. Enfin, je me doute qu'il y a une sélection des utilisateurs qui viennent faire des démonstrations. Alors non, Ok. on a une partie de réassurance évidente. Hmm. Là pour le coup on copie-colle le framework Dream de Blablacar. Mhm. Donc finalement c'est de la réassurance avec vérification d'identité, vérification des comptes sociaux, avoir l'identité, Ouais. etc. Donc ça c'est ce qu'on fait. Ça, ce travail-là est fait par la plateforme évidemment. Et ensuite tout un chacun peut dire, ben moi je possède ce produit et j'en fais la démonstration. On va pas faire une vérification directe et factuelle. Par contre, derrière, lorsqu'il est sollicité pour faire la démonstration de ce produit à quelqu'un, il faut qu'il puisse l'honorer. Et si c'est pas le cas, en fait derrière il va y avoir un système de notation par la communauté. Ouais. Donc Ok. je souhaitais tester avec un tel, en fait c'est un menteur, il l'a pas. Ça n'est jamais arrivé, Ouais. mais imaginons ça arriverait. Et ben à ce moment-là, nous on a un mécanisme de filtre, je dirais, Ouais. où on est capable de mettre cette personne en bas de la liste. Ok. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as une anecdote d'une super expérience ou une anecdote, je sais pas, de rencontre entre deux utilisateurs? Oui, il y en a plein. Ouais, j'en ai une en fait. Alors, il faut savoir que les rencontres, c'est des moments qui sont hyper conviviaux. Quand je dis hyper conviviaux, c'est que au début, nous, on pensait qu'une démo, ça allait être une demi-heure. Je vois le produit, et Ouais. puis je discute un peu, c'est sympa, et puis voilà. Une démo, en fait, ça ressemble plus à une rencontre qui va durer entre 1 heure et 3 heures. Ok. Voilà. Où finalement, les ambassadeurs, enfin les personnes qui font les démonstrations, sont toujours agréablement surpris de voir que le testeur, il vient jamais les mains vides. Ils viennent toujours avec un pack de bière, des gâteaux, Ok. des choses comme Trop ça, bien. parce que c'est dans le thème par Ouais. rapport à ce qu'on est en train de faire, Ouais, puis l'état d'esprit de Mousse qui fait que du coup très communautaire, et ça on est apporte ce tourné côté autour de ça. convivial. Et d'ailleurs, il y a des fois où ils font des mots, après ils mangent ensemble, puis ils se revoient, etc. Et donc, une anecdote que j'ai, c'est que nous, on continue, et surtout au début, mais on continue à le faire tous les mois, on participe nous-mêmes à des démonstrations pour bien être au fait Ouais. de à quoi ça correspond de faire une démonstration So- so- aujourd'hui sur tel produit. Et toi, tu le fais sur quel produit, par exemple?
En fait, moi, j'ai testé plein de produits. J'ai tous testé. d'accord. Récemment, j'ai testé une brosse à dents, j'ai testé Philips Hue, tu vois, j'ai tout testé. D'accord. Et mais vraiment, on se force et c'est limite une règle qu'on a dans la boîte pour les employés. Et une fois, du coup, au début, on le faisait beaucoup plus, évidemment, parce qu'il fallait qu'on apprenne énormément. Ouais. Je vais tester un HTC Vive. Je vais tester un HTC Vive chez un ambassadeur. Un HTC Vive. HTC Vive, c'est un masque de réalité virtuelle. Ok. HTC Vive, ouais. Ok, d'accord. Je vais tester ça et je connaissais déjà le démouseur, on s'était déjà rencontrés à une autre occasion. Donc du coup, j'arrive chez lui et puis il me dit il y a quelqu'un d'autre qui vient pour la démo. Ça arrive, les démonstrations sont souvent one-to-many, rarement one-to-one, enfin pas que one-to-one. Ok, d'accord. Donc ouais, très bien, encore mieux, il y aura plus de monde. Et donc là, je vois la personne arriver. Elle arrive avec effectivement un goûter. Donc voilà. Et pour la petite histoire, cette personne, elle était déjà venue tester le produit chez la même personne, chez le même démouseur. Simplement, il était architecte, sa copine aussi, et il avait adoré l'expérience parce que le HTC Vive permet d'avoir des usages aussi au niveau de l'architecture. Okay. Donc du coup, il imaginait plein de trucs, il en a parlé avec sa copine, et en fait, ils sont revenus tous les deux, pas les mains vides, pour tester. Et il a même dit, je me rappelle, il a amené un soda, je sais plus, un truc comme ça, à la framboise, un truc comme ça. Et il a dit quelque chose du genre, Mathieu, j'ai pris le même soda que la dernière fois parce que je sais que tu l'as aimé, et voilà. Et là, moi, j'étais là, ok, là, c'était très concret, quoi, de cette rencontre, le service, le besoin consommateur, le service, la rencontre. Ça, c'était très concret dans cette anecdote et c'était très sympa. Et ça arrive très souvent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouré. À bientôt.